tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment trouver des clients sur Internet avec la rédaction web, avec la rédaction web SEO, en cherchant à vous démontrer que c'est de loin la meilleure manière, la plus morale et la plus naturelle et la plus efficace de trouver votre public, c'est-à-dire d'entrer en adéquation tout simplement avec la population qui vous cherche. Voilà. Je rappelle que ça concerne beaucoup de monde, parce que chercher des clients sur Internet, chercher à vendre sur Internet, c'est devenu la base du commerce et des services dans notre société digitale. Et donc ça concerne des chiffres assez impressionnants. La France compte 1,5 million d'auto-entrepreneurs, 2 millions d'actifs dans les professions libérales. Alors c'est à la fois les gens qui sont inscrits comme profession libérale plus leurs salariés quand ils en ont. Par exemple, un avocat, lui, il est libéral, mais il a une secrétaire, ou voilà, il y a une série d'autres métiers comme ça, des auto-entrepreneurs qui ont des comptables salariés, etc. Et il y a 6,3 millions de salariés dans les PME. Donc quand même, sur l'économie française, ça fait une partie importante, quoi. On produit une partie importante du PIB. De la valeur ajoutée, des richesses. Et donc tout ce petit monde, par définition, donc ça fait quand même entre 6 et, je dirais 6, parce que ces catégories se recoupent en partie, donc ça fait entre 6 et 8 millions de personnes qui travaillent comme indépendants, qui travaillent seuls, et donc qui cherchent en permanence des nouveaux clients, et qui font ça en partie sur des sites internet, même s'il y a d'autres canaux, même s'il y a le bouche à oreille, même s'il peut y avoir la boutique locale ou le cabinet, l'agence, etc. Bon ben, en partie, c'est comment on fait connaître ses activités physiques par un site internet ou par des inscriptions sur divers sites. Bon, donc il est clair aujourd'hui que beaucoup de gens ont des sites internet, mais il est clair aussi que beaucoup végètent. Et je fais des tournées actuellement sur des sites de diverses professions. J'ai regardé les plombiers, j'ai regardé les diététiciennes. Il semble bien que si vous voulez, que le marketing, que la rédaction web soit pas, et le web tout court, soit pas vraiment maîtrisé par ces métiers, par ces professions, parce que sur beaucoup de sites, je vois que ce qu'il faut faire pour trouver des clients n'est pas fait. Ces gens, en fait, on peut être professionnel dans un métier sans être professionnel du web. Donc on fait son site web, mais pour le faire bien et pour le faire efficace, là, c'était pas dans la formation de diététicienne, c'était pas dans la formation d'avocat, c'était pas dans la formation de plombier. Et donc ces aspects-là sont souvent assez négligés. Et ce qui fait que ces personnes ont des sites internet, mais qui souvent stagnent ou végètent ou n'atteignent pas leur objectif, ne touchent pas leur public, parce que ces personnes n'ont pas su comment faire. Ça peut être de bons professionnels, ou de bonnes professionnelles, mais si vous n'avez pas un savoir-faire sur l'écriture web, sur la gestion des contenus de votre site, si vous n'êtes même pas conscient que c'est ce qu'il faut faire, forcément vous ne touchez pas votre public cible. Alors même qu'il y a des gens qui sont en train de vous chercher tous les jours. Voilà. Mais vous ne savez pas les trouver. Donc voilà. Donc si c'est votre cas, vous avez vraiment besoin de ce que je vais vous dire là. Bon. J'ai cherché ce mot-clé, comment trouver des clients sur Internet. Je l'ai cherché dans Google et j'ai lu la vingtaine de premiers résultats. Bon, tout parti. Des fois j'étais un peu vite parce que le niveau de qualité est assez faible sur cette requête. Et j'ai trouvé des tas de solutions, mais complètement bidons. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties. D'abord, je vais essayer de vous convaincre que la rédaction web, la stratégie éditoriale, c'est ce dont vous avez besoin en tant qu'auto-entrepreneur, profession libérale, PME. C'est ce dont vous avez besoin. Et ensuite, je vais faire une seconde partie sur le débunkage, le démontage de toutes ces fausses pistes qu'ils vous donnent quand vous cherchez comment trouver des clients, parce que vraiment ils vous prescrivent n'importe quoi et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas pertinent dans la plupart des cas, pourquoi c'est complètement absurde. Donc voilà. Mais d'abord, la rédac web, pourquoi ça peut être important pour vous.
Alors d'abord je vais poser une base, c'est qu'il y a deux types de marketing, hein, tout simplement. Quand on veut accéder, bon ben la problématique de tous les auto-entrepreneurs, de tous les entrepreneurs individuels ou un petit groupe, c'est comment j'accède au marché alors qu'a priori j'ai peu de ressources, hein, j'ai peu d'argent, j'ai peu de contacts, j'ai peu de clients si je démarre ou si j'ai une petite activité. Donc voilà, j'ai pas de gros moyens, j'ai pas un gros réseau. Donc, comment je fais pour développer mon activité? Bon. Donc il y a deux grands types de marketing, le marketing entrant et le marketing sortant. En anglais, inbound ou outbound. Donc le sortant, c'est le produit qui va chercher le client ou l'entreprise qui va chercher le client. Donc c'est du push, ce qu'on appelle aussi du push. Et le marketing inbound ou entrant, c'est le client qui cherche le produit, ou qui cherche l'entreprise ou le prestataire. Et donc c'est ce qu'on appelle du pull. On attire à soi. Push, on pousse, hein, on va vers le client, et pull, on attire le client à nous. Et clairement, dans ces deux types de marketing, il y en a un que les gens préfèrent et il y en a un qui marche beaucoup mieux que l'autre. Donc d'office, je vous préconise, je vous recommande le marketing entrant, celui où vous cherchez les bonnes stratégies pour attirer les clients. Hein. Il y a des clients qui vous cherchent. Si vous faites un service, si vous vendez un produit, il y a des gens qui ont besoin de ce produit. Donc il y a quelque chose de naturel dans le commerce, dans la vente de services ou de biens, c'est que vous générez une offre, une valeur, et quelqu'un a un besoin qui correspond à cette valeur. Tout le problème est la mise en correspondance, la mise en relation de ces deux faits. Bon. Donc il y a une légitimité profonde à proposer quelque chose sur le marché. Hein. Il n'y a rien de mal à ça, c'est même bien. Proposer un produit, proposer un service, c'est bien. Le problème est, si vous allez le proposer en mode marketing outbound à des gens qui n'en ont pas besoin, là ça introduit une perversion dans le commerce. Vous allez vendre du Viagra à quelqu'un qui n'en a pas demandé en faisant du spam pour... vous allez spammer 10 000 personnes pour vendre 3 boîtes de Viagra. Hein, donc c'est une plaie le marketing outbound, le marketing sortant, c'est-à-dire où vous faites du push, où vous allez vous proposer votre offre à des gens qui ne l'ont pas demandé. Il y a un problème là. Donc vraiment, je recommande le marketing inbound, de tout mettre là-dessus, hein, de ne pas faire de push du tout. Allez simplement chercher les gens qui vous cherchent, quoi. Attirez à vous les gens qui vous cherchent. Et donc la méthode pour ça, c'est la rédac web. Hein. Il n'y en a pas d'autres qui soient aussi pertinentes, aussi naturelles, aussi efficaces. Donc les gens préfèrent clairement le marketing entrant, quoi. Donc ils préfèrent aller eux-mêmes à leurs produits. Regardez, prenons un exemple simple. Vous mangez peut-être du pain. Quand vous avez besoin de pain, vous allez à la boulangerie. Vous trouvez ça naturel. Si c'était la boulangère qui venait chez vous tous les jours, toquer, sonner, vous déranger, et vous demandez, vous voulez du pain? Vous voulez de la brioche? Vous voulez des croissants? Vous voulez de la tartelette? Vous voulez de la pizza réchauffée? Là, vous trouveriez que cette boulangère, elle est un peu forte de café, elle vous dérange même le dimanche quand vous n'avez pas besoin de pizza, que vous en aviez déjà acheté le samedi, à une autre boulangerie parce que vous préférez, et pourtant elle sonne tous les jours pour vous, bon, pour vous importuner. En fait, ce marketing-là, il est importun, tout simplement. Il est gênant. Donc, c'est pas la bonne méthode à mon avis. Hein. Et en plus, voilà, ces taux de conversion, c'est-à-dire de transformation d'un quelqu'un qui vous lit, quelqu'un que vous pouvez toucher en client, sont extraordinairement bas. Ça va du 1 pour 1000. Donc vous envoyez, vous envoyez 1000 mails et vous touchez une personne, vous faites une vente. Donc vous avez embêté 999 personnes pour une vente. Bon, c'est pas terrible. Hein. Donc autant satisfaire le public qui vient vous voir, qui voulait... voilà. Donc vous êtes la boulangerie, vous attendez que quelqu'un vous vienne acheter du pain. C'est le truc le plus naturel. Donc je recommande à tout le monde de faire ça. Et donc la rédac web, c'est cette manière-là de répondre à la demande du client, tout simplement. Alors la base de l'internet, donc on est dans les bases, donc deux types de marketing, il n'y en a qu'un qui est vraiment pertinent. Et base de rappel théorique sur ce que c'est que l'internet. Bon, ben, l'internet, c'est publier des contenus et obtenir des visites de gens qui cherchaient ce contenu, qui sont intéressés par ce contenu. Donc à la base, l'internet, ben, c'est du marketing inbound. À la base, ça avait été développé par les scientifiques qui cherchaient à se mettre en relation. Donc, pour pouvoir publier de la documentation scientifique, hein, des articles scientifiques, et faire venir des scientifiques qui s'intéressent à ça. Donc, je fais de la chimie, il y a des chimistes qui viendront voir mon papier. Donc, à la base,
Il y a vraiment dans l'Internet même, dès le début, il y a l'idée qu'on publie des ressources pour des publics qui s'y intéressent. Et que ces ressources sont souvent des ressources de niche. À la base, ça commence sur des ressources de niche. La physique quantique, bon, ça n'intéresse pas le grand public. Mais en accumulant toutes les niches qui peuvent exister dans la société, tous les thèmes, vous couvrez tout. Donc du coup, il y a toujours, pour chaque niche, il y a toujours quelqu'un qui s'y intéresse. Il y a toujours une partie du public qui s'y intéresse. Donc vous pouvez trouver du public naturellement, tout simplement en publiant sur votre niche. Ce qu'on appelle une niche, hein, c'est un petit secteur thématique. Par exemple, je suis diététicienne à Dijon pour soigner les troubles du comportement alimentaire. Bon ben, ma niche c'est diététique Dijon TCA. Voilà. Donc c'est pas un gros truc. Il y a des dizaines de milliers d'autres thèmes. Il n'y a pas un gros public qui cherche ça tous les jours, hein, puisque je localise à Dijon. Si je soigne à Dijon, ça ne m'intéresse pas quelqu'un qui cherche des soins à Bruxelles en Belgique, quoi. Donc ça ne m'intéresse pas d'être bien classé sur Google, sur TCA en général, sur troubles du comportement alimentaire en général. Ce qui m'intéresse, c'est d'être bien classé sur TCA Dijon. Voilà, diététique Dijon. Voilà, ou alentour, les petites villes alentours, etc. Donc, mais pour chaque niche, il y a un public. Donc la problématique, c'est comment attirer ce public-là, hein, le public de cette petite niche, comment l'attirer sur votre site à vous. Donc voilà, j'ai fréquenté plein de sites, des plombiers, des diététiciennes, des architectes, des psychologues et plein d'autres secteurs. Je regarde leur site et je vois que souvent, ils parlent en fait très mal de leur service. En fait, ils en parlent peu. Ils semblent croire qu'il suffit d'avoir un site internet pour drainer du public. Mais non, ça suffit pas. Genre, je suis tombé sur plein de sites de plombiers où ils disent on fait du dépannage. Alors, ils le disent parfois en 3 mots sur la page d'accueil. Et puis, il y a un formulaire de contact. Donc, si tu cherches du dépannage fuite d'eau, bon, bah, tu sais que tu peux les appeler. Mais c'est tout. Ils ont fait que ça. Il n'y a aucun article détaillé sur les types de fuites qu'ils peuvent régler, les modalités d'intervention, les matériels qu'ils utilisent, tous les aspects qu'il peut y avoir, quoi. Donc en fait, ils ne donnent pas d'infos, ils se contentent de dire un truc en 3 mots. Des fois, ils font une page service où ils décrivent leur service, mais c'est souvent en 200 mots. Les plombiers, ils sautent pas l'occasion, ils n'aiment pas écrire. Mais c'est une grave erreur, parce que du coup, Google trouve 3 mots ou 200 mots à indexer sur une thématique précise. Bilan, ce que se dit Google, enfin Google se dit rien, c'est pas un humain, mais j'anthropomorphise, bon. Mais ce que voit Google, c'est il y a quelqu'un qui utilise un mot-clé, et il l'utilise une fois. Il utilise très peu d'autres mots-clés liés à son domaine, donc du coup ça doit être quelqu'un qui ne connaît rien. Et Google voit par ailleurs d'autres sites où là il y a des pages de 2000 mots sur dépannage de fuite d'eau, réparation de fuite d'eau, exploration de canalisation à la recherche de fuite d'eau, à l'aide de tel matériel, à l'aide de liquide traceur, à l'aide de, je sais pas, technique acoustique, à l'aide de caméras thermiques, ou je sais pas ce que ça peut être. Bon, là il y a du vocabulaire précis, du coup ça va multiplier les voies d'approche vers cet article, qui du coup sera beaucoup plus lu que les 3 mots qui parlaient de réparation de fuite, point barre, quoi, d'un plombier sans imagination et sans pertinence. Donc le plombier qui dit 3 mots ou 200 mots ne verra toutes ces pages classées en page 200 de Google, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun trafic. Voilà. Donc ce plombier ne vendra rien, il ne vendra pas ses services de réparation de fuite d'eau. Est-ce que l'autre qui a fait un article de 2000 mots, hein, qui s'est embêté quand même, ou qui a payé quelqu'un, qui a investi un peu, va avoir du trafic en permanence sur réparation de fuite d'eau. Voilà, des gens qui cherchent ça. Ou bien réparation avec liquide traceur pour quelqu'un qui saurait qu'il a un besoin précis, ou qui a déjà échoué. S'il y a déjà 3 plombiers qui ont échoué, mettons que ce soit une petite entreprise qui a un lieu de production où il sait qu'il y a une fuite d'eau parce que les factures d'eau sont exorbitantes, mais ils ont déjà contacté 3 plombiers incompétents qui n'ont pas réussi à trouver la fuite, et ils se sont renseignés du coup, et maintenant leur requête est beaucoup plus précise. Donc maintenant ils ne vont pas chercher réparation fuite d'eau, ils vont taper quelque chose de beaucoup plus précis. De même, si je suis avocat, les gens ne cherchent pas forcément avocat Grenoble. Ils vont peut-être chercher avocat droit de la famille à tel patelin à côté de Grenoble. Donc du coup, si vous n'avez pas d'article où il y a tous ces mots, vous n'arriverez pas en première page de Google ou des autres moteurs de recherche, et donc on ne vous trouvera pas.
Et donc, vous ne vendrez rien. Vous ne vendrez pas votre service. Alors que quelqu'un vous cherchait. Il y avait un client là, mais vous ne l'avez pas pris. Bon, parce que vous n'avez pas écrit sur les bons sujets. Voilà. Donc, il y a un gros souci sur plein de sites que je vois qu'ils n'ont pas publié de contenu en fait. Ils ne comprennent pas que l'Internet c'est fait pour publier des contenus. Ça ne sert à rien d'avoir un site vitrine s'il n'y a que la vitrine. S'il n'y a que la vitrine, alors vous n'allez toucher que les gens qui cherchent votre nom en fait, basiquement. Vous appelez Daniel Morand, avocat, et ben les gens qui connaissent déjà Daniel Morand vont le googler et vont tomber en première page sur votre site. Et c'est tout. Voilà. Ceux qui chercheront avocat sur votre ville, ils ne vous trouveront pas en première page, donc ils ne vous trouveront pas du tout. Donc voilà, ce qui fait marcher un site, c'est vraiment la qualité des contenus, le volume des contenus. Un site qui a 10 000 mots publiés, il rankera toujours mieux qu'un site qui a 500 mots publiés, évidemment. Et c'est la structure des contenus, c'est les liens entre les contenus. Donc par exemple, faire 3 articles sur vos 3 spécialités, ça a peu de chances de marcher, ça aussi, c'est insuffisant. Faire 3 articles de 1000 mots pour dire je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, mais il y a des tas d'autres gens qui font ça aussi. Donc vous avez des tas de concurrents qui vous battent en fait, qui ont publié plus de contenu, plus détaillé et plus lié entre eux. Donc si vous traitez les fuites d'eau par exemple, eh bien c'est pas suffisant de faire un seul article là-dessus. Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans un petit coin où il y a peu de concurrence, d'accord, ça peut suffire. Par contre, si vous êtes dans une ville moyenne, un petit peu concurrentielle, où il y a 15 autres plombiers, bon bah là, je sais pas combien il peut y avoir de plombiers dans une ville de 300 000 habitants, mettons, à Montpellier ou par là, ou à, je sais pas, à Reims ou à Nancy, ou à Nice, mais il y a pas mal de villes où il y a des dizaines, des centaines de plombiers, donc vous avez de la concurrence, quoi. Donc si vous restez vague dans vos services, enfin si vous dites je fais des services génériques, bon bah vos pages n'arriveront pas en première page des résultats, donc vous ne capterez pas le trafic qui était pourtant pour vous, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment comme un site, il faut voir ça, si vous voulez c'est une analogie pour bien comprendre, mais il faut voir ça comme un panneau solaire. Vous avez ce qu'on appelle une surface éditoriale. Si votre surface éditoriale fait la taille d'un confetti, c'est comme si vous aviez un panneau solaire de la taille d'un confetti. Il ne faut même pas songer à allumer une seule ampoule avec ça. Parce qu'il vous faudrait 1 an de production pour allumer une ampoule, quoi. Donc ça va vous faire un confetti de panneau solaire, ça va vous faire une énergie globale ridicule, dérisoire. Tandis que si vous pouvez installer 3 terrains de foot de panneaux solaires, là vous pouvez alimenter une usine. Voilà. Votre site c'est pareil. Si vous augmentez votre surface éditoriale, alors vous augmentez votre trafic naturellement, et donc vous augmentez votre niveau de. Enfin votre taux de conversion aboutit à un niveau de vente qui devient intéressant. Voilà. Donc le but c'est ça, c'est d'augmenter la surface, le volume de votre site pour faire qu'il produise du trafic. Voilà. Naturellement. Que les gens viennent parce que vous avez publié des trucs qu'ils cherchaient, des trucs intéressants pour eux. Donc voilà. Il y a quelques faits à connaître sur comment les gens cherchent sur Internet et leur comportement, des faits de base, et à partir de là vous comprenez vraiment les enjeux. C'est qu'il y a environ moitié des gens qui ne dépassent jamais la première page de Google. Voilà. Ils font des recherches sur Google, mais ils ne prennent que les premiers résultats. Ils ne vont pas fouiller. C'est bizarre parce que moi j'ai pas du tout ce comportement, mais bon, on peut pas. Je suis pas quelqu'un de normal, vraiment pas. Je suis beaucoup plus. Moi, je suis un passionné d'information et de documentation, et je suis quelqu'un de très curieux, donc moi je la dépasse très souvent, même quasi systématiquement. Je me cantonne pas. D'ailleurs, souvent, je suis pas du tout satisfait des premiers résultats de Google. Je vois bien dans cette. Enfin, je vais vous le montrer après, mais sur cette recherche, trouver des clients sur Internet, c'est dérisoire les réponses. La plupart des réponses sont juste complètement à côté de la plaque. Donc, il ne faut pas en rester à la première page, mais bon. Donc, 50% des gens ne dépassent jamais la première page, donc ce qui veut dire que si, sur vos mots-clés principaux qui décrivent votre activité, vous n'êtes pas en première page, et au niveau local souvent, puisque souvent vos activités sont locales, enfin ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des activités au niveau national, là il faut arriver au premier au niveau national, ce qui veut dire une compétition immense. Donc vous avez très peu de chances d'arriver en première page sur des requêtes générales, parce qu'il y a juste trop de compétition. Vous
pourrez pas... Donc là, il faut une autre stratégie. Et si c'est au niveau local, là, vous avez des meilleures chances. Par exemple, arriver sur diététique en France, là, c'est chaud, hein, d'arriver dans les premiers sur diététique sur Google France, c'est difficile, hein, même sur Google Belgique ou Google Suisse. Hein. Par contre, arriver premier en première page sur diététique Dijon, diététique Reims, diététique Brest, diététique Limoges, voilà, c'est encore plus facile, à mon avis, puisqu'il doit y en avoir moins. Bon, c'est plus facile. Mais rien que sur le thème diététique Dijon, on a, je sais pas, 40 diététiciennes à Dijon. Bon, elles ne peuvent pas toutes être en première page. Pourtant, elles auraient intérêt. Donc, et la première page de diététique Dijon, les sites, souvent, c'est des sites vides. C'est des sites qui ont très peu de contenu. Donc, c'est des sites faciles à battre. Donc, dès que vous entrez dans une logique de publication, d'augmentation de votre surface éditoriale, avec des articles bien faits, optimisés, bien pensés, bien écrits, bien conçus, bien reliés entre eux et tout. Faut tout bien faire quand même. Parce que si vous publiez du guano, ça ne va pas le faire. Si vous publiez des articles de mauvaise qualité, vous aurez des mauvaises stats d'utilisation et donc vous n'arriverez pas en première page. Google va vous virer. Si Google peut voir la réaction du public à vos pages. Je vais en reparler, mais donc s'il voit que les réactions sont négatives, il vous déclasse et vous sortez des résultats. Ou vous tombez dans les bas-fonds, là où personne ne va jamais. Donc, moitié du public ne dépasse jamais la première page, donc si vous n'y êtes pas, vous êtes mort. 65% du trafic d'une recherche donnée est capté par les 5 premiers résultats, donc si vous n'êtes pas dans les premiers résultats, votre trafic est tout petit, même si vous êtes en première page, mais si vous êtes 9e par exemple, là vous avez 3% du trafic. Si vous êtes premier, vous avez 40%, ou 30%. Donc vous voyez... Et si vous pouvez gagner des places, si jamais vous arrivez sur certaines requêtes en première page, mais que vous êtes 7e, 8e, 9e, vous avez vraiment intérêt à faire des efforts pour augmenter la valeur de vos pages, ou avoir des pages qui se placent parce que vous allez multiplier votre trafic par 10, quoi. Vous pouvez passer de 3% à 30% de captation du trafic sur cette page de résultats de Google, quoi. Voilà. Et faire x10, franchement, si vous pouvez passer de 2 visites par mois à 20 visites par mois, ou de 20 visites à 200 visites, au niveau du chiffre d'affaires, ça devrait, si vos produits sont bons ou vos services sont bons derrière, si votre site est convaincant, eh bien, ça va faire une sacrée différence. Donc voilà, il y a de quoi, ça justifie d'investir. Et par ailleurs, environ 80% du trafic est capté par la première page des résultats de Google. Donc ça dépend des thèmes, ça dépend des sujets, bien sûr, c'est qu'une moyenne, mais c'est environ ça. 70-80% est capté par la première page. Et donc les 20 ou 30% restants, c'est toutes les autres pages. Et souvent, il y en a des centaines. Donc vous voyez que là, il est vraiment important d'arriver en première page, et ne pas y arriver, c'est comme ne rien avoir fait, quoi. Voilà. Donc évidemment, il faut écrire, et il faut écrire pas n'importe comment. Il faut écrire de manière optimisée, parce que, là encore, ça dépend du secteur, ça dépend du niveau de qualité dans votre niche, dans votre domaine. Mais dans les domaines concurrentiels, vous avez un niveau de qualité, les concurrents ont déjà investi sur de la rédaction web. Donc si vous n'investissez pas, vous n'êtes simplement pas compétitif. Et puis dans les secteurs moins compétitifs, dès que vous investissez sur de la rédaction web, vous passez premier. Donc il y a un gros intérêt, parce que si vous voulez dominer votre petit secteur, avocat Grenoble, il y a moyen d'arriver premier. Parce que beaucoup d'avocats ne sont tout simplement pas au courant qu'il existe la rédaction web et que c'est la manière d'acquérir des clients, quoi, la manière la plus pertinente. Alors, j'insiste sur le fait que le SEO, le référencement naturel, alors je rappelle, si vous savez pas, le SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche, donc c'est synonyme de référencement naturel. Donc c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'arriver bien classé, de bien classer ses contenus, ses articles, ses pages, ses produits, ses services, dans les résultats de recherche des moteurs. Donc de Google, de Bing, etc. Sachant que Google en France fait 90-95% du trafic de recherche, quoi. Donc Google est largement dominant, donc il faut être bien classé sur Google, sinon on n'a pas grand chose. Et puis souvent, si on est bien classé sur Google, on est également bien classé sur Bing, parce que simplement les deux évaluent à peu près pareil le niveau de qualité, quoi.
y a des différences, mais disons qu'un site qui est premier sur Google ne va pas se retrouver en page 180 sur Bing. Donc de toute façon, l'effort qu'on fait, ça va contribuer à bien nous classer sur tous les moteurs. Un aspect important, c'est que souvent les activités sont locales. Vous n'êtes pas diététicienne sur toute la France, ou si vous l'êtes, le niveau de compétition est tellement fort que vous avez quand même peu de chances de trouver des clients facilement. Alors ça peut se faire, mais il faut avoir une niche précise. C'est-à-dire qu'il faut être spécialiste de tel truc précis et faire une série d'articles là-dessus pour montrer que c'est vous l'experte de cette discipline-là, de cette sous-discipline. Voilà. Donc dans ce cas, vous pouvez réussir. Mais sur le mot-clé diététique France, là, vous avez peu de chance parce que la concurrence est trop forte. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui ont beaucoup d'ancienneté, il y a des sites qui ont beaucoup d'autorité, il y a des sites qui ont beaucoup de liens, et du coup, ces sites sont imbattables. Vous ne pouvez pas arriver avec un petit site et puis les battre. Donc, souvent, les activités sont locales. Elles ont une pertinence locale. Vous cherchez un marché local. Par exemple, si vous êtes électricien, ça ne vous intéresse pas d'avoir des clients à 500 km de chez vous. Vous n'allez pas pouvoir les servir. Ce qui vous intéresse, c'est des clients dans un rayon de 50 km, on va dire. Donc, dans ce cas, vous avez besoin de non seulement toucher les gens qui font des recherches de services en matière d'électricité, des services qui sont à votre portée, mais aussi avec des mots-clés géographiques. Donc le nom de votre ville, le nom des patelins alentours, le nom des villages, le nom des bourgs, le nom des quartiers, etc. Donc vous avez besoin de faire ce qu'on appelle du SEO local, du référencement naturel local. Et pour ça, ça demande une certaine écriture, ça demande une certaine conception que vous avez appris nulle part. Si vous êtes électricien, avocat, diététicienne, c'était pas dans votre formation, vous n'avez jamais appris à faire ça. Et c'est un métier à part entière. On peut y passer des années, il faut tout un savoir. C'est un métier, et on peut pas, ça s'improvise pas. Alors vous pouvez apprendre tout seul sur internet, je vous donne des clés, vous pouvez faire plein de recherches et tout, vous pouvez apprendre, mais du coup, si vous décidez de devenir, ça devient un second métier si vous voulez. Donc, à vous de choisir. Soit vous faites votre métier, vous payez quelqu'un pour faire bien cet aspect-là, et vous faites votre métier d'avocat, de diététicienne, soit vous changez un peu de métier, enfin vous faites un complément de formation professionnelle, vous devenez un peu rédacteur web, vous devenez un peu SEO, mais du coup ça consomme une partie de votre temps que vous auriez pu réserver à exercer votre métier alors que vous êtes déjà formé. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc voilà, faut faire en tous les cas, dans de nombreux cas, les auto-entrepreneurs, les professions libérales ont besoin de SEO local et de rédaction web locale. Et il faut savoir le faire. Alors, en quoi ça consiste précisément, la rédac web SEO locale? Ça consiste à trouver quels sont les mots-clés pertinents, et il y a des techniques pour ça, il y a des outils pro pour ça. Les mots-clés pertinents pour toucher le public précisément, celui qui vous cherche, celui qui a besoin de vos produits et services, et pas toucher le reste. Parce qu'avoir un trafic d'1 million de gens qui ne veulent pas acheter vos produits, ça revient à avoir 0 personne. Vous n'avez aucun intérêt à avoir du trafic qui ne s'intéresse pas à vous. Si vous êtes électricien, vous publiez un super article sur les champs Agora, la belle affaire. Il faut publier sur vos services pour attirer des clients qui cherchent ce que vous vendez. Donc, il faut trouver quels sont ces mots-clés pertinents. Il faut choisir ces mots-clés qui soient ni trop rares, c'est-à-dire que personne ne les cherche, donc il faut que des gens les cherchent, mais il faut aussi qu'ils ne soient pas trop concurrentiels. Donc là, pareil, il y a des techniques pour localiser ces mots-clés, et il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il faut placer ce mot-clé aux endroits stratégiques, donc les titres, les métadescriptions, les balises alt des images, les encres des liens internes, etc. Donc c'est une certaine technicité, il faut une certaine logique, ça prend du temps aussi, c'est long. De bien faire les choses, c'est long. Il faut bien tout penser. Il faut intégrer chaque contenu dans un maillage interne cohérent pour faire circuler le jus SEO et construire ce qu'on appelle l'autorité thématique. Donc si vous écrivez 10 articles sur 10 aspects des troubles du comportement alimentaire, vous êtes plus experte que quelqu'un qui aurait juste publié un article ou qui aurait juste dit « je traite les troubles du comportement alimentaire » dans sa rubrique à propos, qui aurait fait une phrase là-dessus.
Donc la personne qui fait une phrase, elle a beaucoup moins d'autorité thématique que la personne qui fait un article, qui a beaucoup moins d'autorité thématique que la personne qui fait 10 articles sur 10 aspects du sujet, quoi. Les boulimiques, les anorexiques, les machins, les trucs, je déconseille tel régime, je recommande tel type de thérapie pour ces cas-là, quelles peuvent être les causes, quels peuvent être les comparatifs des solutions, récits d'expérience, récits de cas, etc. Donc si vous publiez beaucoup d'articles sur un même petit sujet, là, pour Google et aussi pour votre public, puisque on n'écrit pas que pour Google, on écrit d'abord pour le public, et c'est ce que valide Google. Donc là, vous apparaissez pertinent, expert, et donc c'est un argument pour vendre aussi, hein. Vous montrez que vous savez de quoi vous parlez. Alors, donc il faut utiliser abondamment le champ sémantique du mot-clé aussi, donc pareil, il y a des techniques et des outils pour ça, hein, pour multiplier les requêtes de longue traîne. Donc ce qu'on appelle une requête de longue traîne, c'est quand votre mot-clé principal se combine avec d'autres mots qui correspondent aux recherches des gens. Par exemple, j'ai peut-être fait un article optimisé sur plombier Grenoble, mais j'ai aussi plombier fuite d'eau liquide traceur. Donc quelqu'un qui cherche Grenoble fuite d'eau liquide traceur, hop, il va tomber sur mon article qui est optimisé pour plombier Grenoble et où je parle de détection de fuite d'eau grâce à un liquide traceur. Voilà. Donc il faut savoir repérer et placer les mots-clés associés, les mots-clés secondaires, tout le champ sémantique pour faire comprendre à Google, le thème c'est ça, et pour faire multiplier les voies d'accès à votre article. Comme ça augmente le trafic et ça augmente les occasions de vendre. Il faut bien sûr écrire sans faute, de manière claire, avec un plan cohérent, parce que si la qualité est lamentable, et j'en vois souvent, hein, des trucs qui sont écrits très mal, c'est rempli de fautes, il n'y a aucune structure, la typo est illisible, le graphisme est horrible. Donc là, les clients, enfin les prospects qui cherchaient le service, mais qui voient ça, ont tout de suite une mauvaise image du professionnel. Ils voient que l'article, il est mal rédigé. Le graphisme, il est ni fait ni à faire. Il est moche. Bilan, vous donnez une mauvaise impression à vos clients potentiels. Bilan, ils se barrent, Google voit qu'ils se sont barrés et déclasse votre page. Donc non seulement les clients qui viennent vous achètent rien, mais en plus, Google, voyant que ses clients se sont barrés sans rien acheter et sont partis vite, Google vous amène moins de monde. Donc quand vous avez conçu vos contenus comme ça, mal, eh bien vous perdez votre trafic progressivement. Et c'est sans appel. Hein, voilà. Donc il faut aussi satisfaire les besoins du public en fonction du type de requête. Hein. La requête peut être peut-être que les gens cherchaient de l'information, peut-être qu'ils cherchaient un truc à acheter. Donc il faut répondre à leurs besoins et pas à autre chose. Parce qu'il y a des SEO des fois qui sont des vrais arnaqueurs qui arrivent à faire venir le public en les trompant sur la marchandise. Ils ont réussi à placer des mots-clés et machin et à leur faire croire qu'il y avait tel truc. Par exemple, quand je cherche, c'était le sujet, quand je cherche trouver des clients sur Internet, je tombe sur des résultats. Moi en 3 secondes j'ai envie de me barrer. La qualité est tellement nulle, les conseils sont tellement bidons qu'en 30 secondes je suis parti. Ces sites ne vont pas rester longtemps en première page. Et ils vont se faire griller par des sites meilleurs, genre le mien. Mon article là, il est plus fouillé, il est meilleur, avec une vidéo longue et détaillée. Je fournis plus de contenu, je vais les battre. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais les battre, c'est évident. Donc vous aussi, vous pouvez battre quand les résultats sont médiocres. Faites mieux, c'est tout, et vous arriverez en première page. Il y a beaucoup de premières pages où les résultats sont encore assez nuls. Donc et puis il faut aussi écrire pour maximiser le temps de lecture, qui est un facteur de classement, c'est même le premier. Donc c'est pas les critères que vous disent beaucoup de SEO qui se trompent complètement. Les critères principaux, c'est est-ce que le public aime votre page. S'il l'aime, il la lit en entier. Voilà. Et il écoute votre vidéo en entier. Donc si les gens partent vite, Google conclut que ça n'intéresse pas les gens et il arrête de prescrire. Donc voilà, tout ça c'est tout un savoir-faire quand même, c'est pas trivial, c'est pas facile, ça prend des heures. Et donc il y a vraiment 2 faces à la rédac web SEO. La première, c'est faire venir des gens, un trafic qualifié, hein, des gens qui s'intéressent vraiment à ce que vous avez à dire. Et puis la deuxième phase, c'est qu'il faut les faire rester.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment les intéresser. Donc il y a des SEO qui réussissent à faire venir du trafic, mais comme leur article il est nul, il est peut-être optimisé niveau mots-clés, ça ils sont beaucoup à faire ça, ils optimisent niveau mots-clés. Bah, c'est super, tu as fait venir la personne, maintenant comme ton article il est nul, il est vide, il est creux, il est bidon, tu as juste recyclé la première page de Google et redit tout ce que les autres avaient dit. Donc bilan, c'est nul, les gens s'en vont et tu perds ta place rapidement. Tu as réussi à les faire venir, mais ensuite quand Google fait des stats sur les données d'utilisation, il voit que les gens n'aiment pas le site, donc il te déclasse. Donc tu as eu un succès d'estime pendant 3 mois, et puis voilà, tu passes en deuxième page, puis en troisième page, et puis Internet t'oublie quoi, ciao. Donc il y en a qui payent pour ça quand même, et pour du mauvais SEO en fait. Donc le bon SEO, il ne néglige pas du tout l'expérience de l'utilisateur. Il faut que la page, elle serve vraiment à un contenu réel, bon, de bonne qualité. Et c'est pas tout le monde qui propose ça, quoi. Donc il faut vraiment plaire au public, quoi. Ça doit vraiment être votre objectif, de pas juste plaire à Google, mais plaire au public aussi. Et d'abord et avant tout, en fait. Alors maintenant, on va voir le modèle économique. Il y a plein de gens qui n'aiment pas écrire ou qui ne savent pas écrire. On n'était pas tous doués en français, hein, ça je me rappelle. Moi j'étais doué, j'avais des bonnes notes, mais toute la classe ne réussissait pas. Tout le monde n'a pas aimé lire dans sa vie. Hein. Moi j'adore lire, j'ai lu plus de 2000 livres. Mais donc je suis grand lecteur, je lis des dizaines d'articles tous les jours. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'aime pas lire et écrire. Il y en a même, c'est une véritable phobie. Tout le monde n'écrit. Alors même chez ceux qui écrivent volontiers, bon ben. Bien écrire, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y en a un certain nombre qui écrivent que avec des fautes d'orthographe. Il y a des dyslexiques, bon. Et donc c'est pas donné à tout le monde de bien écrire. Donc la rédac web demande un certain nombre de qualités et demande un certain nombre de savoir et de savoir-faire, et ben, ça a un prix parce que ça a une valeur. Et là je vais tenter de vous montrer la valeur qui est en fait, cette valeur est sûre et certaine, quoi. Si on vous Du moins si vous achetez de la qualité, alors le retour sur investissement est certain, quoi, dans la durée. Alors ça ira plus ou moins vite, mais ça justifiera le prix. Donc je vous prends un exemple. La rédac web se vend entre 100 et 200 euros les 1000 mots. D'accord ? 100 à 200 euros les 1000 mots, suivant le type d'article, suivant la difficulté, etc. Suivant le niveau de qualité, d'enrichissement de l'article. Bon. Entre 100 et 200 euros l'article de 1000 mots. Imaginons qu'un tel article vous rapporte 100 visites par jour. Et imaginons que vous ayez un taux de conversion, donc un taux de vente il y a un acheteur sur 100 visites. Sur 100 visites, l'une d'elles se convertit en une vente. Et admettons encore que votre vente, elle soit de 100 euros. Donc voilà, chaque fois que vous avez 100 visites, vous faites une vente et vous vendez pour 100 euros de chiffre d'affaires. Et bien vous voyez bien qu'avec un article qui vous a coûté 100 euros, s'il vous rapporte 100 visites par mois, il vous rapporte donc 100 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc vous voyez que c'est vite rentabilisé. Alors bien sûr, ça ne marche pas immédiatement, déjà, il faut savoir ça, c'est pas magique. Quand vous publiez une nouvelle page, Google ne sait rien sur sa valeur. Il n'a rien pu mesurer, cette page n'a aucun lien, il n'y a aucun lien par définition qui me pointe vers elle, puisqu'elle est nouvelle. Cette page-là n'a pas de stats, donc Google ne sait pas si elle est bonne, si les gens sont restés 5 minutes, 10 minutes, 3 secondes. Donc voilà. Donc Google va mettre du temps à la tester, et il va mettre même plusieurs mois à la tester. Il va la proposer dans différents contextes. Il va la proposer sur divers mots-clés, sur diverses requêtes. Hein. Elle va apparaître comme résultat à telle position. Alors il apparaît en 40e position sur la requête avocat Grenoble. Il apparaît en 150e position sur la requête avocat affaires. Il apparaît en 13e position sur avocat famille Grenoble. Voilà, parce qu'en fait il fait du droit de la famille. Donc là, il est en meilleure position, mais vous voyez qu'au départ, ces positions ne sont pas terribles. Et puis là, Google prend des mesures sur combien de temps les gens sont restés, est-ce qu'il y a eu des liens, d'où viennent les accès, est-ce que c'est des accès directs, est-ce que c'est des accès par les réseaux sociaux, par des sites qui ont fait des liens, etc. Et donc, une fois qu'il a mesuré tout ça, mais je vous dis, ça prend des mois, là, il stabilise votre position parce qu'il a pu, en quelque sorte, donner une note, donner une valeur, hein, qui est le reflet de ce que les gens
ont fait avec votre site. C'est-à-dire s'ils sont barrés en 3 secondes, alors votre valeur, vous êtes en 150e page. Et alors, votre valeur est nulle. Par contre, si les gens sont restés 10 minutes sur votre page, ont partagé votre page 30 fois en 3 mois, ce qui est important, ben là, Google va vous faire monter, voilà, il va vous mettre en première page sur certaines requêtes, en deuxième page sur d'autres, etc. Donc voilà. Donc la rédac web, optimiser SEO et optimiser expérience de lecture, elle va vous rapporter forcément, en fait. Elle va forcément générer du trafic et des ventes dès lors qu'elle a été bien conçue. Donc combien de temps ça prendra, ça dépend. Le résultat ne sera pas immédiat. En général, ce ne sera jamais dans les 3 mois. Même si bon, il y a des petites niches où s'il y a vraiment très peu de concurrence, vous allez y arriver vite. Si par exemple vous répondez, je l'ai fait récemment, j'ai trouvé plusieurs thèmes sur lesquels personne n'avait rien écrit. J'étais le premier, il n'y avait tout simplement aucun résultat pertinent. Par exemple, c'était quoi? Télémédecine ou WordPress. Pam pam. J'ai été le premier à écrire un téléconsultation WordPress. En fait, il y a des gens qui cherchent des logiciels de téléconsultation et qui ont des sites WordPress, mais il y a tout un tas de résultats si on cherche logiciel téléconsultation par exemple, donc des logiciels de consultation médicale à distance. Donc là, il y a plein de résultats, mais si on cherche téléconsultation ou WordPress, or c'est un mot-clé qui est tout à fait pertinent. Il y a peut-être 50% du web, c'est des WordPress. Donc il y a plein de médecins qui ont des WordPress, j'en ai vu plein. Des diététiciennes qui ont des WordPress, etc. J'en ai vu plein aussi. Donc ça se voit si un site est WordPress, je les vois moi. Donc c'est tout à fait pertinent de leur proposer de la téléconsultation. Simplement, pour l'instant, personne ne s'est aperçu qu'il y avait un marché là. Il y a une requête là, il y a une recherche. Donc c'est peut-être un petit volume, peut-être qu'il n'y a que 10 personnes par mois, mais c'est des gens qui cherchent ça aussi. C'est des gens qui veulent acheter quelque chose là-dedans, ou qui veulent se renseigner là-dessus. Donc ils vont passer 5 minutes, si je leur file un tuto sur ce sujet, ben, ils vont me lire. Donc ils vont me faire de la bonne stat. Donc ils vont dire à Google, regarde, c'est un bon site. Donc ça va faire monter ma valeur, ça. Donc de toute façon, qu'ils m'achètent ou qu'ils ne m'achètent pas, si je réponds à cette question téléconsultation WordPress et que je suis le premier, j'arrive d'office en première position, ou en première page au moins, et du coup j'ai du trafic pertinent, et du coup ça fait monter mes stats, et à force je trouverai des clients. Je vous dis, même si c'est que 10 personnes par mois, ça fait 120 personnes par an, ça vaut le coup d'écrire un article là-dessus. Ça va me prendre une après-midi ou une journée, mais ça va me rapporter un client, 2 clients, 3 clients, donc 100 euros, 400 euros, bon, parce que je vends des installations un logiciel, enfin une combinaison de logiciels qui permet de faire des téléconsultations avec des plugins WordPress, avec paiement électronique à distance, et avec téléconférence, visioconférence sur Zoom gratuite. Donc c'est un bon combo, ça peut servir à plein de professionnels. Donc je suis sûr qu'il y a des gens que ça va intéresser, hein. Il y a des gens qui cherchent ça, tout simplement. Je réponds à une demande, donc c'est légitime, c'est pertinent. Mais sur ce mot-clé, hop, je vais être premier. J'ai repéré un secteur où il n'y a pas de concurrence, un mot-clé où il n'y a pas de concurrence, où c'est pertinent, mais il n'y a pas de concurrent. Donc je vais facilement ranker là-dessus. Donc la rédac web, c'est forcément rentable si c'est bien fait. Et l'avantage, c'est que une fois que vous avez payé l'article, vous avez acheté votre article, et ben cet article, si vous êtes actif 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ben cet article, il vous rapporte du trafic tout du long. S'il a été bien conçu, il va rester en première page des années. Et puis si jamais il descend, alors il faut surveiller un peu, il faut vous en apercevoir, il faut regarder ce qui se passe sur votre... D'ailleurs je vous recommande d'utiliser la Google Search Console par exemple pour voir quel est le destin de vos pages, comment elles rankent, où sont leurs positions. Mais si vous faites ça, si vous voyez qu'une page qui était en première un article qui était en première page de Google est passé en deuxième page puis en troisième, bon, il y a moyen de faire une mise à jour. C'est peut-être que des concurrents ont publié des pages plus longues, plus détaillées, d'autres pages. Donc là, il suffit de réécrire du contenu, hein, vous rajoutez, vous améliorez, vous mettez à jour, et puis là, votre page remonte et repasse en première page. Donc il y a toujours moyen. Donc la rédac web est vraiment, vraiment intéressante. Donc qu'on compare ça à l'approche marketing push, hein, qu'on compare ça à la pub, il y a plein de secteurs pour lesquels la pub aujourd'hui vaut 1 euro. Ça vaut 50 centimes, 1 euro, 4 euros. Le clic, par clic. Donc si vous choisissez de tricher en allant spammer les gens, en leur affichant
Bon, quand ils cherchent diététicienne Dijon, vous avez payé 2 euros par clic pour qu'elle clique sur votre résultat, enfin pour afficher votre résultat, alors que vous n'avez pas réussi à arriver de manière naturelle. Donc vous payez 2 euros par clic. Regardez le résultat que vous avez. Si vous faites, mettons que ça vous coûte 1 euro, la vente va vous rapporter peut-être une consultation de 45 euros. Donc il faudrait qu'il y ait une vente toutes les 45 visites à 1 euro, puisque ça vous coûte 1 euro par clic. Donc ça va vous bouffer ce que vous rapporte la vente. Avec la pub, en achetant de la pub, ça coûte cher, quoi. Vraiment, ça revient cher. Et dès que vous arrêtez la pub, votre trafic s'arrête. C'est fini. Donc vraiment à comparer, mettre 100 euros sur de la rédac web qui vous rapporte du trafic légitime, naturel, en permanence, pendant des années, et mettre 100 euros sur de la pub qui vous rapporte 50 clics, et puis après c'est fini, bon, le choix est vite fait, non? Il y a un truc qui est complètement stupide et l'autre qui est pertinent. Donc n'achetez pas de pub à mon avis. Bon, je vais en reparler avec tous les faux moyens, mais voilà. Donc la concurrence est rude, je l'ai déjà dit. Donc moi je vous propose de faire ce travail pour vous, hein, dans tous les cas où vous... Alors déjà, si vous voulez le faire vous-même, allez-y, voilà, je ne vais pas faire du forcing, hein. Vous voulez pas payer, vous voulez pas payer, il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous braquer non plus, hein. Donc si vous voulez le faire, je vous recommande, faites plein d'articles, donc étendez votre surface éditoriale, faites des articles de niche, reliez-les, donc plutôt 10 articles sur les CTA, les TCA, pardon, les troubles du comportement alimentaire, ou 10 articles sur les fluides d'eau, ou 10 articles sur le droit de la famille, hein, et tous les sous-aspects. Donc faites une niche, construisez une autorité thématique. Donc c'est vraiment la bonne stratégie à avoir. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, alors vous me payez. Pour l'instant je suis à un niveau pas cher, je propose 100 euros l'article, donc c'est pas cher. Ça se rentabilise vite à mon avis dans la plupart des cas. Donc je suis pas cher. Pourquoi? Parce que je suis écrivain depuis 25 ans. J'ai gagné des bourses, j'ai été primé, donc j'écris des romans. J'avais l'habitude d'écrire, j'ai fait 15 ans de carrière littéraire, donc voilà, j'écris facilement, j'écris vite, j'écris bien. Donc c'est pas cher parce que moi je galère pas à écrire, et puis je suis très rapide, je comprends vite, je fais vite des synthèses, j'ai une formation en documentation, je suis un documentaliste dans l'âme aussi où j'ai une culture générale très étendue, je suis curieux de tout, donc je suis un auteur naturel, quoi. J'écris, hier j'ai écrit 3000 mots, quoi. Voilà, donc voilà, je me suis levé ce matin, j'ai fait 1500 mots, j'ai fait mon article là, voilà. Tout simplement, sans réfléchir comme ça. Enfin, j'avais juste lu des articles hier, j'avais trouvé ça nul, et puis aujourd'hui j'ai décidé à faire mieux, quoi. Je pense que c'est mieux. Je suis beaucoup plus détaillé que ce qu'ils ont dit. Donc voilà, donc je vous propose de faire le boulot pour vous. Donc ça consisterait en quoi? On fait un entretien ensemble, par téléphone, hein. J'analyse votre secteur d'activité, c'est-à-dire c'est quoi que vous vendez, c'est quoi vos problématiques, c'est qui vos clients. On définit vos besoins marketing, donc qui vous voulez toucher, pour leur vendre quoi. Aussi la personnalité, le profil social de vos clients, hein, ça peut être important pour trouver le ton, pour trouver la manière de leur parler, hein, parce que vous ne parlez pas de la même manière à quelqu'un si vous faites du droit pénal ou du droit fiscal. Bon, le droit fiscal, c'est pas des pauvres qui vous... En général, donc il faut leur parler avec un niveau soutenu, il faut leur parler un langage châtié, etc. Parce que si vous faites du droit pénal, que vous défendez les voyous, il faut leur parler plutôt plus simplement, éviter le langage technique, voilà quoi. Vous n'allez pas leur parler de droit pénal en fait. Il ne va pas falloir leur utiliser des termes compliqués ni un haut niveau de technicité. Parce que si vous faites du droit fiscal, là vous pouvez leur dire oui alors l'implémentation sur le traitement trisannuel de machin, enfin voilà. Là le vocabulaire technique va faire bien, va être un argument de vente, d'expertise, parce que c'est des gens qui ont de l'argent, qui sont présumés avoir un niveau d'études supérieur, etc., et qui peuvent comprendre et qui peuvent être séduits par cette technicité. Donc il faut vraiment adapter l'écriture au public, et voilà, c'est important de connaître le public, votre public cible. Donc ensuite je fais un état des lieux de la recherche sur votre thématique cible, c'est-à-dire il y a quels mots-clés, qu'est-ce que les gens peuvent chercher, quels sont les niveaux de concurrence sur les différents mots-clés, donc quels mots-clés sont prenables et lesquels il faut tout de suite abandonner parce que suivant le niveau de notoriété de votre site, ça dépend de l'autorité de votre site aussi, hein. Si vous avez un site qui a déjà une bonne autorité, alors vous pouvez vous permettre d'entrer en compétition sur certains mots-clés, mais si vous avez un site qui démarre, alors il faut éviter les mots-clés principaux.
Donc c'est pas du tout les mêmes stratégies suivant où en est votre site. Donc il faut aussi que j'analyse votre site dans ce cas-là. Donc j'en déduis les thèmes d'articles que j'exploite pour en faire des articles optimisés, pour bien se classer sur les requêtes pertinentes. Et puis voilà. Donc c'est le travail que je vous propose de faire. Et donc c'est un pack tout compris quoi, où je fais avec vous, je détermine la stratégie, ensuite j'écris les articles, on les publie, et je peux même après faire le suivi des résultats SEO, mais donc il faut attendre. On peut refaire un suivi, par exemple, donc vous m'achetez 1 heure de consulting à 40 euros, dans 3 mois après les articles, pour voir comment les articles ont ranké et voir quels autres articles pourraient accompagner le truc. On voit si ça s'est bien classé, si ça s'est pas assez bien classé, alors il faut renforcer l'autorité en faisant d'autres articles qui vont faire des liens vers cette page et confirmer que c'est une page intéressante. Hein, c'est une technique pour faire monter une page. Si une page est classée 12e par exemple, bon, il y a moyen de la classer 8e ou 7e ou 6e en mettant 2 autres pages qui vont soutenir son autorité. Voilà, c'est ce que je fais régulièrement. J'écris une page, 3 mois plus tard, je vais voir où elle en est et je vois de quoi elle a besoin. Comme ça, j'optimise pas toutes les pages. Si la page s'est classée direct en première page, c'est bon, j'arrête là. Tant que je suis en première page, allez. Par contre, s'il y a moyen de gratter, hein, s'il y a moyen de passer de la 12e, enfin, c'est-à-dire la 12e place à la 6e place, là, ok, ça justifie l'écriture d'un petit article de 600 mots pour renforcer. Voilà. Donc il faut adapter aussi, hein, il faut faire un suivi, il faut regarder. Donc voilà. Donc voilà, donc la rédac web SEO est vraiment pertinente, logique, naturelle, pour convaincre votre client que vous êtes le bon service, le bon produit pour eux, quoi. Et pour les faire arriver chez vous par des moyens légitimes, sans qu'il y ait aucun forcing nulle part. Simplement, les gens ont des besoins, vous répondez très bien à leurs besoins, donc c'est parfait, ils sont parfaitement contents. Donc je vous recommande la rédac web SEO, et si vous voulez, vous me contactez, vous allez donc sur Studio du Web, studio-du-web.fr, vous allez en rubrique rédaction web, et puis, ou bien vous me contactez, et puis voilà, l'affaire est faite. Maintenant, je vais vous casser les résultats de la première page des résultats de Google sur comment trouver des clients internet et sur toutes les solutions complètement bidons qu'ils vous donnent, mais c'est n'importe quoi. Donc je vais vous démonter ça. Donc là, je vous demande pas d'argent, je vous fais ça gratos, mais vraiment, ils vous racontent n'importe quoi. Donc je vais vous dissuader essayer de vous dissuader de perdre votre temps et votre argent aussi avec tous ces faux bons conseils qu'ils vous donnent. Donc déjà, il y en a plein qui vous disent misez sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vous le conseille pas, moi. Je vous le conseille pas. N'ouvrez pas de page Facebook en général, n'ouvrez pas de compte Twitter, n'ouvrez pas d'Instagram, ne vous faites pas chier avec ça, c'est vraiment de l'arnaque. Il faut bien comprendre que tous ces trucs ont pour modèle économique de vous afficher de la pub et c'est leur seule raison d'être. Ils n'ont pas d'autre modèle économique. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Leur but, c'est pas de vous aider à trouver des clients, hein, parce que ça, faudrait les payer pour ça. Si c'était leur métier, ils vous demanderaient de l'argent. Ils vous ont pas demandé de l'argent, donc c'est pas leur métier. C'est pas ça qu'ils cherchent. Il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, on va prendre Facebook, mais les autres c'est à peu près pareil. Le taux de diffusion est compris entre 1 et 5% suivant le type de ce que vous publiez. Donc, si vous publiez juste un texte, bonjour, voilà mon service. Bon bah allez, ils vous diffusent à 1%. Et si vous publiez une vidéo chez eux, par exemple sur Facebook, ils vous diffusent à 5%. Mais si vous la publiez sur YouTube, alors ça sera que 4%, parce que c'est la guéguerre et on va pas financer, on va pas aider un compétiteur, puisqu'ils sont en compétition sur le marché de la pub, hein, YouTube et Facebook. Hein. Donc Facebook privilégie ses propres vidéos. Et donc il faudrait mettre si vous faites des vidéos, il faut les mettre à la fois sur YouTube et sur Facebook par exemple. Bon. Donc ils vont mieux vous diffuser si vous publiez sur leur truc. Pareil, ils diffusent à 2-3% si vous faites un texte plus un lien. Voilà. Mais donc de toute façon, les taux sont ridicules. Donc au maximum, c'est 5%. Donc vous comprenez vite qu'avec ça, vous pissez dans un violon, quoi. Très concrètement, hein. Vous perdez votre temps. Donc en fait, si vous avez 100 abonnés, vous avez réussi à avoir 100 personnes qui likent votre page, il faut déjà pas mal d'efforts pour ça. Il faut inviter beaucoup de monde qui ne va jamais voir l'invitation. Bon. Donc
avez 100 abonnés, vous publiez un post, et donc maintenant vous avez 1 à 5 personnes qui voient votre post. Alors sachant que si vous avez un taux de conversion de 1%, puisque à nouveau, hein, si vous avez 100 personnes qui voient votre post, maintenant il n'y en a peut-être que 1 qui deviendra un client. Donc vous voyez, vous faites votre post à 100 personnes, il n'y en a que 1 qui le voit. Or, mettons que donc il faut déjà 10 000 personnes pour qu'il y en ait, c'est ça, 10 000 personnes? Ouais, il faut 10 000 personnes pour qu'il y en ait 100 qui le voient. Voilà, déjà. Donc, il faut que vous ayez 10 000 abonnés pour avoir 100 vues. Et quand vous avez 100 vues, vous avez un client. Mais vous voyez le problème? Comment vous allez avoir, vous êtes avocat à Grenoble, et vous allez avoir 10 personnes qui se sont abonnées à votre page? Mais ça va pas, non. Vous êtes plombier à Limoges, et vous allez avoir 10 000 personnes qui sont abonnées à votre page de plomberie. Mais sérieusement, mais c'est complètement illusoire. Donc ouais, vous réussirez à avoir 200 likes, parce que votre famille, vos clients, et deux trois personnes qui suivent n'importe quelle page, et bon, qui seront jamais clients. Et alors, donc chaque fois que vous embêterez à publier un post, vous aurez 2 vues. Mais à quoi ça sert de perdre son temps avec ça, quoi? Donc évidemment, c'est complètement illusoire, quoi. Il vous faudrait un nombre de vues énorme. Donc Facebook tout court ne sert à rien. Alors par ailleurs, pour aller promouvoir ces trucs dans les groupes Facebook, bon bah très souvent c'est interdit par la règle. Dans 90% des groupes, c'est tout simplement interdit. Ils disent pas de spam, pas de promo. Bon, donc d'accord. Et puis une autre partie des groupes, c'est des groupes faits par des entrepreneurs qui cherchent à vendre leurs services. Par exemple, il y a un certain nombre de groupes de diététique qui sont faits par des diététiciennes qui cherchent à vendre leur service, quoi. Donc du coup, elles vont pas venir, elles vont pas vouloir que vous fassiez votre com et que vous leur preniez leur public qu'elles se sont embêtées à construire pendant des mois, des années. Donc, dans les deux cas, vous ne pouvez pas diffuser vos liens, vous ne pouvez pas diffuser vos posts. Donc, ça ne vous sert à rien. Ni une page, ni aller publier des posts dans des groupes, ça ne vous sert à rien. Donc, vous perdez votre temps, tout simplement. Donc, les pages une page Facebook, pour moi, ça peut juste servir, à la limite, à relayer les articles que vous publiez sur votre site. Vous faites de la bonne rédac web sur votre site, et là, vous relayez sur Facebook. Donc vous aurez un taux de diffusion ridicule et vous aurez quelques clics en plus. Ça justifiera souvent à peine le temps que vous aurez passé à organiser la diffusion sur Facebook, quoi. Alors vous pourriez automatiser ça aussi, il y a des plugins WordPress par exemple, où dès que vous publiez un contenu sur votre site, hop, il fait un lien vers votre page Facebook. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça ne sera jamais un gros moyen, quoi. Donc si vous n'avez pas un gros budget pour alimenter, faire du community management et donc faire de l'activité, mais du coup il vous faut un budget. Donc ça vous coûte une part de vos revenus. Donc si vous n'avez pas déjà une forte activité, c'est pas une solution pour développer votre activité, puisque ça vous crame de l'argent que vous n'aviez déjà pas. Donc c'est pas une solution de développement. Et puis alors il y a la pub sur Google et Facebook, alors je vous la déconseille formellement, hein. Déjà c'est assez technique. Ils ont fait en sorte qu'on comprenne un peu rien, c'est compliqué, il y a plein d'options partout, et il est très facile de se tromper et de mettre de mauvais réglages. C'est-à-dire qu'on va payer pour avoir de la diffusion, donc on va effectivement diffuser, parce que là, leur intérêt cette fois, quand on les paye au clic, leur intérêt là, c'est de diffuser. Donc ils vont vous diffuser, mais sauf qu'ils ne vous ont pas diffusé aux bonnes personnes, pas aux bons endroits, vous n'avez forcément pas fait les bons réglages. Donc du coup, ouais, vous diffusez auprès de gens qui ne seront jamais clients. Donc vous payez du clic, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros, super, et puis personne ne m'a acheté. Donc c'est facile je l'ai fait, hein, je ne suis pas doué en publicité, j'ai déjà perdu des dizaines d'euros, j'ai arrêté là, hein, ça clique, mais ouais, ça vend rien, donc alors que mes produits se vendaient par ailleurs, donc ça clique, mais bon, je paye du clic, je sais même pas qui, ouais, parce que ouais, il y a des trucs de ciblage, mais et alors, ce ciblage tu cibles les gens de 20-25 ans, ouais, et alors, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais d'eux? Il faudrait faire de l'ultra ciblage, là tu te retrouves avec, bah tiens, t'as plus que 40 personnes, donc ça suffit plus. Moi, si ton ciblage est trop grand, tu sais plus à qui tu t'adresses, et t'as aucune idée de, est-ce que ces gens s'intéressent à toi ou pas? Est-ce qu'ils cherchent ton truc, quoi? Quand j'ai fait de la prospection à la main, ouais, je vais en parler après, mais bon. Quand j'ai fait de la prospection par email, il n'y a rien qui me dit quand j'écris à quelqu'un que même si je lui signale un problème sur son site, par exemple j'en ai trouvé plusieurs, je leur ai écrit, parce que leur site était tout simplement hors ligne ou buggé à mort. Comment ils peuvent vendre là-dessus?
ils essayent de vendre des trucs, mais leur site est hors ligne ou buggé à mort. Il y a une erreur fatale sur leur site. Donc je leur écris, je les trouve par ailleurs, je leur écris pour leur signaler, je n'obtiens pas de réponse. Je leur dis, je pourrais le réparer, je suis prestataire de service, mais ils me répondent même pas. Donc il n'y a rien qui dit, rien ne me dit que je serai lu, rien ne me dit que la personne a envie de régler le problème, même quand c'est pertinent et que je sais que je peux régler le problème des gens. Par exemple là, je sais que si vous m'écoutez, vous êtes auto-entrepreneur et vous ne faites pas exactement le CA que vous voudriez, le chiffre d'affaires que vous voudriez, je sais que je peux régler votre problème. Mais vous ne le savez pas forcément. Peut-être j'ai pas réussi à vous convaincre, peut-être vous êtes convaincu que c'est pas bon, que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors du coup, on parle dans le vide, hein, souvent. Donc payer pour parler dans le vide, bof, c'est pas... Parce qu'il n'y a rien qui garantit que les gens qui cliqueront cherchaient, voulaient ce que... le fait d'avoir payé un clic, ça ne garantit pas qu'il y ait du désir derrière, quoi, du désir d'achat, ou du pouvoir d'achat même. Vous l'avez peut-être envoyé à des gens qui n'ont aucun pouvoir d'achat, donc super, vous avez obtenu un clic de quelqu'un qui ne pourrait même pas vous acheter. Donc, donc la pub sur Google, Facebook, etc., moi je la déconseille absolument. Alors, il y a un site qui proposait tout un tas de solutions, mais complètement bidon, donc je vais démonter ça rapido. Il y en a un qui propose d'organiser un webinaire. Donc déjà, tu pars de la situation où tu n'as pas de trafic sur ton site, et là, il faudrait que tu convainques les gens de participer à une formation. Alors attends, j'étais avocat en droit de la famille à Grenoble, et quoi, je vais proposer une formation? Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Cette solution est complètement folle, quoi. C'est complètement inapproprié. Donc non, mes clients, dans la plupart des cas, tes plombiers à Limoges, tes clients, ils veulent pas une formation, ils veulent que tu répares la fuite d'eau dans leur salle de bain, quoi, ou que tu installes un chauffe-eau, etc. Donc leur proposer un webinaire, mais je vois pas à quoi ça peut servir, hein. Voilà, il y a un site qui sort en première page sur comment trouver des clients sur Internet, et son conseil c'est ça. Bah allez-y, appliquez le conseil. Je crois que dans 99% des cas, c'est juste pas pertinent. Donc n'organisez pas de webinaire parce que ça sert à rien du tout. Il y en a qui proposent de s'inscrire aux annuaires. C'est complètement stupide, désolé. Alors déjà, la logique annuaire, c'était la logique du web dans les années 90. Voyez-vous, c'était la logique de Yahoo. Et voilà, et c'est une logique qui a été complètement abattue par les nouveaux moteurs de recherche intelligents du genre Google, donc basés sur un index, sur l'indexation. Ces deux fonctionnements, bon je ne vais pas faire une vidéo sur les moteurs de recherche là, mais c'est deux logiques de présentation de l'Internet qui sont radicalement différentes. Donc les annuaires, c'est mort depuis environ 1995, hein, ça fait 25 ans que c'est périmé comme logique, donc prescrire ça aujourd'hui, l'inscription aux annuaires, c'est être complètement à côté de la plaque. Alors, excusez-moi pour cette interruption, la caméra a encore fait des siennes. Donc j'étais en train de dire que les annuaires, il y a deux solutions. Soit ils sont encore maintenus, ils sont gratuits, maintenus à la main, et du coup ça prend du temps. En théorie ça coûte cher, enfin, ça a un certain coût, donc on ne voit pas pourquoi ça serait gratuit. En général, ces annuaires, ils vous proposent de faire un lien retour en échange de l'inscription. Donc du coup, c'est juste une manière un peu frauduleuse d'obtenir des liens, quoi. Donc en général, ces annuaires ont peu de valeur. Et les annuaires payants, c'est une manière de... Donc c'est de l'acquisition de liens payants, quoi. C'est une forme de pub. Et du coup, les liens qu'ils vous font sont en fait sponsorisés, mais si c'est pas marqué dans le lien, il y a moyen de marquer dans le lien que c'est un lien sponsorisé. Alors si ce n'est pas marqué dans le lien, alors vous êtes en infraction vis-à-vis des règles de Google qui nous dit que si on achète des liens, on a le droit, mais il faut le signaler. Et si vous ne le signalez pas, donc vous êtes en infraction, donc vous êtes susceptible de recevoir une pénalité de Google, qui peut donc prendre tous les liens faits à partir d'un site donné, et puis qui va donc pénaliser tous ces sites faits à partir d'un annuaire payant. Donc dans ce cas-là, vous faites du SEO négatif. Là, vous prenez le risque de voir votre site désindexé ou votre page désindexée, la page qui serait liée à partir de... Voilà. Donc c'est juste, ce conseil est stupide et dangereux. Les annuaires, c'est plus ça, il n'y en a plus besoin, il y en a très peu qui sont de qualité. Et donc, c'est rarement pertinent. D'autant plus que des annuaires de diététiciennes, des annuaires de plombiers, à quoi ça sert? Il y a déjà les pages jaunes et so locales. Donc à partir du moment où vous êtes là-dedans, vous n'avez pas besoin d'autres annuaires
Donc il y a des situations de monopole dans les vrais annuaires, et les petits annuaires, c'est rarement pertinent. Donc, solution folle, voire dangereuse. Alors, il y a un site qui vous suggère l'affiliation. Alors là, ça va loin. L'affiliation. Donc, je pars toujours du principe, moi, que vous n'avez pas d'audience à la base, vous n'avez pas de clientèle, et c'est justement le problème que vous cherchez à régler, sinon vous n'auriez pas tapé la recherche qui vous mène à voir ma vidéo, donc, et à lire mon article. Donc, si vous avez déjà du trafic, ok, vous pouvez faire de l'affiliation, mais si vous n'en avez pas, l'affiliation ne peut pas être un moyen d'acquérir du trafic. L'affiliation, je rappelle, ça consiste à... en fait, c'est de l'apport d'affaires. On appelle ça aussi, et c'est un métier, apporteur d'affaires. En fait, c'est aussi une forme de pub. Ça consiste à filer un pourcentage de vos ventes à des gens qui feraient un lien, qui feraient votre pub sur leur site, et qui donc occasionneraient des ventes que vous n'auriez pas faites sans eux. Donc, je vends des jupes, tel blog sur l'habillement, la mode, fait un lien, fait une pub pour mon site, et si ça vend à partir d'un clic sur ce lien qui arrive sur mon site et qui vend une jupe, alors là, la personne prend 10%, mettons, de... Bon, c'est le principe. Donc, ça suppose que vous alliez convaincre un certain nombre d'autres sites de prendre une commission chez vous. Donc pour ça, il faut que vous ayez suffisamment de trucs à vendre, que l'offre soit convaincante. Si vous n'avez pas de trafic, ça peut être un peu délicat de convaincre des gens sur un site qui est vide, ou bon, c'est pas la solution par rapport à la rédac web, vous voyez bien que c'est inférieur tout de suite. Si vous avez déjà un gros site qui tourne, ok, vous pouvez faire de l'affiliation et vous pouvez la proposer, vous mettez ça en bandeau, vous dites on propose de l'affiliation ici, et vous aurez... Donc ça peut aider quand ça marche déjà bien, mais c'est pas un moyen d'acquisition. Et donc, quand vous faites ça, quand même, il y a un avantage, c'est que ça vous apporte des ventes. Il y a un problème, c'est que ça diminue votre marge sur les ventes. Donc, s'il faut que vous lâchiez 10% à l'apporteur d'affaires, ou 20% ou 30% pour être vraiment intéressant, ça vous bouffe votre marge, et c'est tout, vous avez perdu votre marge. Donc là, vous vendez des produits ou des services pour rien, ou pour peu de marge. Donc, faut voir. Soit votre marge était exorbitante et donc c'était peut-être trop cher, soit votre marge était au juste prix. Bon, elle était correcte pour rémunérer votre travail, et du coup, vous ne pouvez pas laisser une part du gâteau à d'autres parce que ça ne justifie plus, quoi. Genre, je vais vendre ma prestat diététicienne, je vais filer 5 euros sur mes 35 euros, mes 40 euros, alors que j'ai déjà d'autres frais. Donc maintenant, je fais le service pour 15 euros finalement, après impôt, après les divers frais. Bon, c'est moins intéressant que si c'était pour 20 ou 25 euros, quoi. Si je dois lâcher 10 euros par vente, j'ai plus d'intérêt à faire le service, en fait. Donc l'affiliation ne marche pas dans un certain nombre de cas, ça ne peut pas être une solution. Alors, il vous propose aussi les sites de cashback et coupons. Alors ça, c'est complètement hors de propos pour plein de professions. Hein, il y a des millions d'auto-entrepreneurs, professions libérales, PME qui peuvent pas, tout simplement pas marcher comme ça. Et puis ces sites de cashback et coupons, j'en sais quelque chose parce que j'ai essayé pour un site, je vendais de la décoration, des posters, des trucs comme ça, des petits trucs de déco. Ces sites m'ont répondu que mon site est trop petit. Donc tu ne peux pas démarrer avec un site qui a peu d'offres. J'avais une cinquantaine de produits. C'est trop peu, et j'ai trop peu d'offres, trop peu de volume. Donc en fait, tu ne peux pas non plus démarrer. Donc c'est pareil. Quand tu as déjà, on te prête corrige, si tu as déjà un gros site qui tourne bien, eh bien d'accord, tu peux faire du cashback et du coupon, pourquoi pas. Mais si tu démarres, ou si tu as le problème d'être un travailleur individuel et que ça ne marche pas super, ça ne règle pas du tout ton problème, ça, c'est complètement hors de propos. Et en plus, alors il y a encore il y a le même problème que dans l'affiliation, mais en pire. Parce que là, les sites de cashback et coupons, ils te prennent tout simplement pas si tu fais pas des réductions de 70%, 50% ou 30% minimum. Donc ça veut dire que ton service, tu le vends vraiment pour que dalle, ou ton produit. Donc tu perds toute ta marge. Donc ok, tu acquiers des clients, et tu vends à perte ou sans marge. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Donc, et puis, bon, il y a des professions où simplement on va proposer des coupons sur une consultation d'avocat ou de diététicienne. Écoute, ça se fait pas, c'est tout. Les clients, ils veulent pas ça. Ils prennent pas. Ça sent l'arnaque, c'est pas bon.
Alors, une piste qu'on retrouve souvent, hein, c'est les articles invités. Alors, les articles invités, c'est une bonne idée, vu qu'à la base, c'est toujours de la rédaction web. Donc, la rédaction web est une bonne idée naturelle. Ce qu'il y a, c'est que les articles invités, je rappelle, ça consiste à proposer à d'autres sites d'écrire pour eux, et en échange, on va placer un lien vers notre propre site. Donc je suis avocat en droit de la famille, je vais sur un avocat en droit d'autre chose qui est proche, et je viens faire un article en complément de son propre blog pour parler d'un récent changement dans le droit de la famille, etc. Donc comme ça, je peux me signaler auprès de sa clientèle à lui, auprès de son public à lui. Je fais valoir mes compétences et en même temps, j'obtiens un lien entrant vers mon site et en échange, je lui fournis un contenu. Donc je lui ai fait de la rédaction web gratos, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas bête, ça peut le faire. Si vous démarrez, que vous avez peu de budget, que vous avez peu de contenu sur votre site, euh, mais que vous avez un carnet d'adresses, que vous êtes inséré, par exemple vous sortez d'une promo dont on fait des entreprises, etc., ça peut être une bonne manière de s'entraider, ça. Ou bien vous êtes dans une ville, vous êtes diététicienne à Dijon, puis vous en connaissez 5 autres des diététiciennes, pourquoi pas aller écrire avec qui vous êtes copine, pourquoi pas aller écrire sur leur blog pour obtenir des liens entrants et bâtir l'autorité de votre site. Parce que les liens entrants, c'est très important. Donc c'est une bonne idée. Maintenant, je fais cette remarque, si vous êtes capable d'écrire de bons articles comme ça, pourquoi vous ne les faites pas d'abord sur votre site? Je veux dire, ça peut être intéressant ce truc pour obtenir quelques liens, pour valider votre site, pour dire ok, il y a d'autres sites sur Internet qui me recommandent. Donc ok, c'est bien, c'est important, c'est crucial même, mais la priorité, ça doit quand même rester d'écrire pour votre propre site, ou de faire écrire pour votre propre site. Donc de même, hein, si vous voulez, je peux écrire des articles invités pour mettre sur d'autres blogs pour obtenir un lien. Si c'est ça votre problème, si vous avez déjà 30, par exemple, vous avez publié 30 pages, donc super, enfin c'est déjà ça, vous devriez plutôt en avoir 100, mais si vous en avez déjà 30, c'est mieux que 5, et c'est mieux que une. Donc mettons que vous ayez 30 pages, si vous avez zéro lien, alors là, ok, il faut faire des articles invités. C'est ça, ça doit être ça votre priorité, parce que c'est ça votre problème en fait. Votre site, il n'est pas validé par Internet, on peut dire. Donc vous avez 30 pages, vous n'avez pas de lien, là faites des articles invités. Mais si vous avez quelques pages, quelques liens, bon bah vous devriez plutôt développer votre propre volume, développer votre surface de panneaux solaires, comme je disais tout à l'heure, quand il faisait pas nuit. Euh, donc voilà. Donc bonne idée, hein, les articles invités, ça reste la rédac web, mais bon, pourquoi pas vous mettre vous prioritaire, quoi. Et en dernier, on va voir l'emailing. Alors c'est conseillé un peu partout l'emailing. Donc ça a l'air d'être une bonne idée. Bon, c'est de la pub, hein. Donc l'emailing, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller frapper à la porte de gens qui vous ont rien demandé. Donc d'office, c'est désagréable, hein. Là, c'est du marketing outbound, du marketing sortant, du marketing push. Et donc, vous allez vous-même voir le client alors qu'il ne vous a rien demandé, sans même savoir s'il pourrait être client. Donc, sans même savoir s'il est qualifié ou quoi. Donc, il y a un premier problème, c'est quand même de trouver des emails de gens qui veulent bien en recevoir. Or, par défaut, c'est interdit. Vous ne pouvez pas choper des emails comme ça. Les emails sont des données personnelles. Et normalement, vous devez respecter le RGPD, qui est une loi européenne. Donc, vous ne pouvez pas vous approprier les emails des gens comme ça. Donc, il y a la technique qui s'appelle le scrapping. Par exemple, vous allez scraper les pages jaunes, bah, c'est interdit, c'est illégal. C'est du vol de données. Donc, vous pouvez le faire. Hein, il y a des gens qui proposent de le faire. Vous pouvez chercher ça si ça vous intéresse. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas permis et ce n'est pas moral et c'est mal reçu par les gens qui reçoivent ces emails puisque la plupart du temps, c'est classé spam. Alors, le problème aussi, c'est que quand vous faites ça, mettons soit à la main, soit par une technique automatique, genre le scrapping, vous allez recueillir des emails. Puis, donc les emails des gens, les adresses. Et puis, vous allez leur envoyer des emails, donc des contenus, des messages. Donc, vous aurez une liste de 100 emails et hop, paf, vous leur balancez un email. Bon, ben, quand votre messagerie voit ça, hein, Gmail voit ça, Hotmail voit ça, Yahoo voit ça, ou je ne sais pas ce que vous avez comme messagerie, mettons que vous ayez un truc pro ou votre propre messagerie, mais ça ne change rien. De toute façon, votre messagerie, il y a toujours un intermédiaire, vous ne le faites pas vous-même. Donc les intermédiaires, ils sont au courant de ces pratiques. Ils savent que c'est du spam. Il n'y a que quelques trucs genre Sendinblue, machin, mais il y a un certain niveau de technicité déjà.
Et puis souvent, il faut payer, quoi. Pour le faire à un certain niveau, c'est payant. Donc les trucs usuels, genre Gmail, s'ils voient que vous envoyez un mail à 100 personnes, ils vont bloquer l'email, point barre. Ils vont dire c'est du spam et on n'en veut pas. On ne diffuse pas ça, nous. On diffuse les vrais emails de t'écris coucou à ta grand-mère. Ou tu dis que t'es pas là à ton patron. Ou tu dis à ton client que tu es disponible. Mais voilà, donc les trucs d'email vont vous bloquer. Alors si c'est pas votre messagerie à vous qui vous bloque, ce sera les messageries de vos destinataires qui vous mettront automatiquement en indésirable, hein, voyant que le mail s'adresse à 100 personnes. Bon, on voit bien que c'est pas un email personnel. Ou alors il faudrait l'envoyer 100 fois séparément, mais du coup là c'est sûr que c'est votre messagerie qui va bloquer, puisqu'elle ne veut pas que vous envoyiez 100 fois le même message, vous n'avez pas le droit. Donc en bref, conseiller l'emailing, c'est un peu n'importe quoi. Donc vous allez arriver très vite, bon, ça passera une fois, deux fois, vous allez arriver très vite à être classé à être blacklisté en fait sur une liste noire de tous les opérateurs de messagerie. Et au final, vos listes d'emails, elles ne serviront plus à rien. Alors vous pouvez les acheter aussi, ces emails, et il y a encore ça se vend un peu de manière légale, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vraiment dit ok pour qu'on utilise leur email à des fins commerciales. Genre je suis un peu suicidaire et j'ai envie de recevoir du spam. Mais c'est très peu de gens, et donc vous aurez du mal à trouver des gens dans votre niche qui correspondent à ça. Donc vous pourriez acheter des emails légaux, hein, où les gens ont donné leur consentement, mais bon. Donc globalement cette stratégie est complètement bête. Et puis je vous dis, ça garantit pas Enfin vous avez un taux de retour qui est lamentable avec ça, hein. Sauf si vous proposez de leur donner de l'argent, mais voilà, vous êtes diététicienne à Dijon, comment savoir les gens qui ont besoin de diététique à Dijon? À part ceux qui cherchent sur Google, là c'est naturel, mais les autres, comment savoir? Comment vous pourriez les cibler? Il ne suffit pas de prendre des gens de telle et telle catégorie, vous pourriez cibler les gens qui ont des troubles alimentaires, vous pourriez prendre tous les obèses ou tous les je sais pas quoi. Il n'y a rien de garanti qu'ils sont intéressés. Il y en a plein qui ont tel problème et qui ne cherchent pas du tout la résolution du problème. Donc leur envoyer des mails, ça ne va rien changer, hein. Donc vous aurez toujours un taux de retour qui est de 1 sur 1000, quoi. Donc il faut embêter 1999 personnes pour avoir une réponse positive. Super. Donc ces modèles-là, moi je les déconseille absolument. Donc voilà. Et par ailleurs, l'email, ça peut rester une bonne solution dans le cas où il y a ce qu'on appelle l'opt-in, c'est-à-dire que vraiment vos utilisateurs ont donné leur consentement, ils ont dit ok, je veux recevoir des emails de toi, donc c'est pas du push là, hein, c'est du pull. L'emailing redevient une technique user-friendly, quoi, amicale avec l'utilisateur, donc c'est pas intrusif, c'est pas du viol de volonté de consentement, mais c'est voulu. Donc la newsletter correspond tout à fait à ce cas. Vous proposez une newsletter genre en sidebar, en barre à côté ou en bandeau à vos visiteurs. Vous leur dites, comme ça vous aurez mes actualités, mes news et machin. Les gens s'inscrivent volontairement, donc ils donnent leur consentement, donc ça ne pose pas problème niveau légal, niveau exploitation des données personnelles. Ils vous ont donné leur consentement, ils ont coché la case. Attention, vous devez déclarer ce formulaire aussi pour être légal. Vous devez déclarer à la CNIL que vous recueillez des données. Voilà. Même si c'est rien que l'email, mais c'est une donnée personnelle, donc vous déclarez que vous faites de la possession de données personnelles, vous devez sécuriser ces données, enfin il y a tout un tas d'obligations, donc c'est pas facile. Si vous le faites à l'arrache, vous êtes susceptible de prendre des amendes et je crois même des peines de prison, donc c'est pas rien quand même. Mais voilà, ça reste pertinent d'organiser une newsletter, même si aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant où l'internet était sauvage. Maintenant c'est régulé comme tout et donc on ne peut plus rien faire. Il y a des règles partout. Donc bon, mais voilà, ça reste une bonne option de proposer une newsletter à des visiteurs qui ont voulu. Si vous avez, mais vous voyez, j'imagine le cas d'une diététicienne à Dijon, une newsletter, je vois pas bien qui va s'inscrire. Ça va concerner peu de personnes. Pour un e-commerce, ok, une boutique e-commerce, là c'est pertinent. Parce que bien sûr, pour être au courant des nouveaux produits chaque fois qu'ils changent à toutes les saisons, pour être au courant des promos, pour être au courant des opérations spéciales, etc. Bon, pour être au courant des fermetures, ça peut
ça peut être intéressant de se connecter à un commerce qu'on fréquente souvent. Mais si c'est des trucs genre, je vais pas faire une newsletter de plombier, quoi. Parce que le besoin de plombier, il est très souvent ponctuel. J'ai besoin qu'on change mon chauffe-eau là, et puis dans 3 mois, je m'en fous. Donc, j'ai une fuite d'eau là, et donc je pensais pas du tout à un plombier. Maintenant, j'en ai besoin, et une fois que c'est réglé, je m'en fous encore pendant 3 ans jusqu'à la prochaine fuite. Donc, il n'y a pas besoin, personne va s'inscrire à une newsletter de plombier, quoi. À part si c'est de la formation, par exemple. Si c'est de la formation, que vous organisez des formations professionnelles pour tel type de gens, là, à nouveau, c'est pertinent. Mais voilà. Donc, en fait, dans tout ce listing-là, et je vous dis, j'ai parcouru toutes les premières pages, je vois pas, il y en a même un qui fait, il triche complètement. Un des résultats, je ne l'ai pas trop commenté, mais parce que c'est bidon comme tout. Mais son titre, c'est 109 trucs pour trouver des clients sur Internet. L'URL du truc, c'est 95 trucs. Donc on voit qu'il en a rajouté une quinzaine depuis qu'il a écrit l'article. Genre, bon, il y a une inflation des... Bon, d'office, ça fait le vendeur de tapis, quoi. Je te vends mes tapis super pas chers, et puis de top qualité, c'est le roi de Perse qui le possédait, quoi. Et puis quand tu vas sur l'article, tu n'as plus que 49 conseils ou 45 conseils. C'est marrant. Donc en fait, rien que là, tu vois le niveau de sérieux. Le site donne trois nombres de conseils qu'il nous donne. Et puis, bah, les conseils, c'est que des trucs bidons, donc je me suis même pas attardé, je ne l'ai pas commenté cet article. Mais il arrive en première page de Google, comme quoi. Donc, mais donc dans tout ça, quoi, dans toute la première page et tout, j'ai trouvé quasiment aucun bon conseil, sauf qu'il y a plusieurs autres sites qui proposent ce que je viens de proposer, sauf qu'ils l'ont fait de manière moins détaillée. Mais en fait, là, la grande et quasiment la seule bonne solution pour trouver des clients sur Internet, c'est d'étendre votre surface éditoriale, de dire ce que vous faites, de parler longuement et de manière détaillée, et de passer pour expert de chaque service que vous avez, chaque produit que vous avez. Vous écrivez beaucoup dessus, vous y passez du temps, ou vous payez le rédacteur web que vous voulez, ou la rédactrice, et ça obtiendra forcément un résultat pertinent, quoi. Et vous n'allez pas énerver le monde, vous n'allez pas spammer les gens, vous n'allez pas perdre votre argent en pub, vous n'allez pas perdre votre temps à écrire des posts que personne ne lit sur Facebook, etc., etc. Voilà, vous aurez vraiment du trafic si c'est bien fait. Donc voilà, donc mon idée c'est soit vous faites de la rédaction web, soit vous en achetez. Il n'y a pas d'autre solution. Et ne cherchez pas sur Google, enfin, ou si, allez-y, comparez, mais vous verrez que toutes les solutions sont bidons. Vous voulez exister sur Internet, et ben publiez des articles, c'est tout. Et ouais, ça a l'air simple, et c'est vrai que j'ai passé 1h20 à vous expliquer ça. Voilà, il n'y a qu'une seule méthode, c'est la rédac web, c'est l'écriture. J'ai un site où je fais 1000 visites, je ne l'ai pas fait du tout en mode SEO, je n'ai pas cherché l'optimisation, je m'en suis occupé plus tard pour refaire certains trucs, je n'avais même pas mis de métadescription, mais voilà, je fais quand même 1000 vues par jour avec simplement... Alors, je fais 1000 vues par jour et 20 minutes de ce qu'on appelle le dwell time, le temps où il reste sur le site. Donc en moyenne, une session, un visiteur qui arrive sur mon site, en moyenne, il y reste 20 minutes. Je rigole pas, hein, je mens pas, je le jure. Il y reste 20 minutes, ce qui est un résultat très fort, hein, parce que la moyenne du web c'est beaucoup moins. Mais je fais des longs articles aussi, hein, je fais des 5000 mots, Et par contre j'ai un taux de rebond, ça c'est un mauvais indicateur que j'ai, mais on ne peut pas être bon partout, et c'est normal, quelque part. J'ai un taux de rebond qui est d'environ 80%. C'est-à-dire que 8 personnes sur 10 arrivent sur une page et repartent après un certain nombre de minutes, souvent. Alors certains partent en 30 secondes, certains partent 30 minutes plus tard, mais j'ai un taux de rebond qui est fort. Pourquoi? Ça s'explique facilement, c'est un site sur lequel je fais de l'analyse de scénario, je fais de l'analyse de narration, de films, de chansons, de sketchs comiques, de vidéoclips, etc., de séries, de livres. Et du coup, les trucs qui marchent mieux là-dessus, j'avais pas prévu ça avant, mais après j'ai appris à l'exploiter. Les trucs qui marchent mieux, c'est parce que les gens arrivent sur mon site parce qu'ils ont cherché des paroles de chansons. Comme j'ai analysé des paroles de chansons et qu'il y a le titre de la chanson et le nom du chanteur ou de la chanteuse, il y a leur nom dans le titre, forcément ils me trouvent. Et il y a analyse des paroles
Donc du coup, il y a aussi parole, ça me fait un mot-clé, parole, parole Jean-Jacques Goldman comme toi, parole Jacques Brel, Amsterdam. Et du coup, euh, je touche un public que je cherchais pas, qui n'a pas tapé scénario, qui n'a pas tapé analyse, qui n'a pas tapé narratologie, etc. Je trouve un public qui cherchait juste les paroles de Comme toi, les paroles d'Amsterdam. Et donc je les touche malgré moi, quoi. Et du coup, ils viennent sur mon site, ils voulaient que ça, le reste, l'analyse narratologique, ça les intéresse pas du tout, ils voulaient juste les paroles pour chanter un petit coup, et puis ils repartent. Donc voilà, donc c'est 80% de mon public. Mais ça me permet quand même de toucher, même si là ce public n'est pas super pertinent, ça me permet quand même, il y en a toujours une partie qui aime écrire là-dedans, qui veut écrire, donc qui va peut-être m'acheter un petit tuto de scénario. Donc du coup j'en touche par la bande indirectement, voilà. Donc j'ai publié plein d'analyses, des centaines en fait. Du coup, je fais un vrai site de contenu. J'ai plein. Alors, je vends des PDF, donc en fait, c'est les extraits des PDF que je mets là. Mais je les vends. Enfin, j'ai mis beaucoup de contenu gratuit justement en pensant que étendre mon volume, ma surface éditoriale, ça m'amènerait plus de gens et que bon. De toute façon, si je leur montre rien, ils vont rien m'acheter. S'ils savent pas ce qu'il y a dedans, si je leur dis je vends juste des analyses, mais je te les montre pas, bah je vais pas les acheter, je m'en fous. Par contre, je t'en montre deux intégrales. Tu veux les 48 autres? Bon bah là, oui, oui, et là ça vend régulièrement. Donc voilà. Donc étendez votre surface éditoriale et comme ça vous aurez du trafic. Je vous dis là j'ai 1000 visites par jour, 30 000 par mois. Ça monte en plus avec les années, ça n'a fait que monter, mes positions s'améliorent. Parce qu'en fait, comme j'ai plein de trafic, enfin pas mal de trafic quand même, bon c'est pas énorme non plus, hein, je suis pas un gros site, il y a plein de sites qui font 1 million de vues par jour. Bon, voilà, je reste un petit site. Mais je suis quand même. J'ai pas mal de positions numéro un et naturel, quoi, hein, naturel. J'ai pas forcé, j'ai pas fait du linking frauduleux, j'ai pas acheté de liens, j'ai pas fait plein d'articles sponsorisés, ni des articles, etc. Enfin, c'est que du naturel, quoi. Euh, donc tout simplement parce que j'ai fait du bon contenu, je l'ai bien illustré, j'ai bien mis les vidéos, pareil pour augmenter le temps, pour qu'il reste au moins 5 minutes à écouter la vidéo, comme ça quand ils cherchent les paroles, ils n'ont pas à aller sur YouTube, tiens je t'ai fourni la vidéo, comme ça tu restes sur mon site. Là c'est plein de petits trucs comme ça, alors faut que je prenne du temps, moi chaque fois qu'une vidéo est niquée, il faut que j'aille là remettre le lien et tout. Mais bah ça marche bien. Et à force ça m'a fait plein de liens, par exemple j'ai des liens depuis Wikipédia, donc c'est pas rien quand même sur mes analyses de Gainsbourg. Euh, j'ai des liens depuis des gros sites éducatifs, donc les points édu là, ça fait des valeurs, c'est une valeur de lien qui est énorme. Tout ce qui est les sites nationaux, en fait, les sites gouvernementaux, donc point édu, c'est EDU, c'est une extension qui est très importante en SEO. Si on peut avoir des liens depuis des domaines qui sont en point .edu ou .gov, .gouv, les sites gouvernementaux en général, tous les sites de grosses autorités comme ça, bon bah ça ça fait un boom d'autorité. Donc maintenant l'autorité de mon domaine elle est pas mal du tout. Donc ça fait que dès que je publie une nouvelle page, bah, elle a d'office l'autorité moyenne de mon site. Et maintenant mon site il a 40 d'autorité, je crois, un truc comme 40 sur, vous savez c'est classé de 0 à 100 l'autorité d'un site. Quand vous ouvrez le site, vous partez à 0. C'est aussi pour ça que c'est dur de démarrer. Donc tout ce que vous publiez à 0. Par contre, quand vous êtes à 40, tout ce que vous publiez à 40 par défaut. Puis après, Google voit si c'est moins bon ou meilleur. Et si c'est meilleur, il vous fait monter. Si c'est moins bon, il vous fait descendre. Ça plombe votre autorité. Il ne faut pas publier de mauvais contenu du coup, hein. Si vous avez de mauvais contenus, dépubliez-les, hein. Si vous avez des pages qui ne marchent pas du tout, qui sont là depuis 2 ans, vous les désindexez, hein. C'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, voilà, je vous laisse là. On va pas quand même faire 1 heure et demie, hein. Donc voilà, je vous laisse là. Bonne chance à vous si vous faites tout seul. Et sinon, bah, contactez-moi et puis on en discute. Je vous donne ma parole que en 3 à 9 mois, quand vous investissez 100 euros, c'est sûr que vous les retrouvez en 3 à 9 mois. Enfin, ça dépend ce que vous vendez, hein. Si vous vendez des bonbons à 30 centimes, ça va peut-être, et que vous n'avez aucun volume, ça va être long. Mais, bon, en général, avec des produits de 20 à 100 euros, on va dire, là, ça va se rentabiliser assez vite, hein. Un investissement de... Même tout à l'heure, mes chiffres là, de RedHack à 100 euros, si je prends rien que 10 visites par jour, ça vous fait quand même 3600 visites par an. Donc là-dessus, si ça convertit que 1 sur 100, bah, ça vous fait 36 visites, 36 conversions, 36 ventes par an, avec
avec un investissement de 100 euros, vous faites 36 ventes par an. Alors calculez avec ce que vous vendez, mais je pense que ça légitime les 100 euros. Et attendez, mettez pas juste 100 euros, mettez plutôt 1000 euros. Je suis sérieux, hein, bien sûr j'ai envie de réussir moi aussi, mais faut pas faire un seul article. Enfin, ça vous rapportera que ça. Mais mettez le paquet sur votre secteur, votre niche, vous faites 10 articles, et là vous êtes sûr, vous êtes numéro un. Enfin, c'est sûr, c'est jamais bien sûr avec Google, vu que les règles changent tout le temps en plus, et puis vous n'êtes pas sûr de ce que fait la concurrence, mais vous serez probablement en première page sur un certain nombre de requêtes qui sont pertinentes par rapport à votre secteur. Donc ça vendra derrière, parce que c'était des gens qui vous cherchaient. Donc voilà, investissez vraiment là-dedans, c'est le truc qui peut faire marcher votre business. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne continuation à vous. À plus tard peut-être. Au revoir.